Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Jean-François Lemercier, le vice-président de 100 000 entrepreneurs, association qui transmet l'envie d'entreprendre aux jeunes et qui passe le cap du million de personnes sensibilisées depuis sa création, c'était en 2007. Dans notre débat, on parlera de l'Université de la Terre qui se tient les 14 et 15 mars prochains à l'UNESCO. Ce rassemblement fête ses 20 ans sur le thème nature égale futur. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on verra comment l'intelligence artificielle peut favoriser le développement de la pêche durable avec le fondateur de Pontos. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-François Lemercier. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes vice-président de 100 000 entrepreneurs, association fondée en 2007. Avec quelle ambition, quelle mission ? On a fondé 100 000 entrepreneurs en 2007 avec Philippe Ayat, avec pour objectif de créer cette association pour transmettre aux jeunes l'envie et la culture d'entreprendre. C'est très simple, c'était envoyer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations dans les établissements scolaires, auprès des jeunes, dans les classes, pour qu'ils puissent témoigner de leur parcours, de ce qu'ils ont fait, de comment ils l'ont fait et de ce que ça représente pour eux. Donc c'est uniquement les collégiens, c'est quoi la classe d'âge que vous visez en quelque sorte quoi ? De 13 ans à 25 ans, donc collégiens. Pourquoi 25 ans ? Fin de l'université, Fin de l'université, voilà, tout à fait. On touche un peu tout le monde. Alors c'est vrai qu'on touche particulièrement en fait les collégiens et les lycéens qui ne connaissent pas nécessairement le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, on doit être à peu près la même chose en collégien et en lycéen, mais on leur permet de rencontrer en fait des personnes qui viennent du monde de l'entreprise et qui peuvent témoigner de leur parcours. Ça suppose évidemment un partenariat avec les collèges, les lycées, les universités. Est-ce que, là encore, je remonte à 2007, ça a peut-être évolué depuis. Est-ce qu'il y avait une sorte de, je sais pas, on se regarde un peu en chien de faïence, vous voyez, oh là là, des patrons qui vont venir à l'école. Alors effectivement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille, comme on dit. Oui. Mais c'est vrai que ça s'est fait au fur et à mesure. Et on a été très rapidement en partenariat avec l'éducation nationale et les rectorats. Et tout ça se fait en très bonne intelligence pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que, évidemment, ça se passe dans les meilleures conditions. Vous atteignez le cap du million de jeunes sensibilisés à l'entrepreneuriat. C'est dire si le nom de l'association, c'est 100 000 entrepreneurs. Donc, c'est dire si l'objectif a été atteint. Et puis, on va voir que vous êtes encore plus ambitieux. Quel bilan on peut faire ? Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en retour d'expérience ? Alors, c'est vrai qu'on a fêté au mois de décembre, en fait, le millionième jeune touché par ces interventions et ces témoignages. C'est une très belle étape, en fait, mais c'est un peu que le début encore du parcours. On intervient très tôt pour les jeunes dans leur parcours. Et c'était un peu notre objectif, c'était que dès que possible, il y ait une personne qui vienne de leur parler en fait de leur parcours et leur donner envie. Puisque on s'appelle 100 000 entrepreneurs, l'objectif c'est pas que tout le monde soit entrepreneur, c'est pas tout le monde doit créer son entreprise. Ça n'a jamais été ça et c'est pas ça en fait notre objectif. Notre objectif c'est de dire vous pouvez prendre votre avenir en main, vous pouvez décider de ce que vous allez faire. Donc on intervient très tôt, on a évidemment du mal à mesurer quels sont les impacts sur le long terme. On essaie de le faire, on a des mesures en fait assez régulières de ce que ça fait auprès des jeunes et on a aussi de très nombreux témoignages en fait des jeunes qui nous disent... Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils ont appris peut-être sur le monde de l'entreprise, mais sur eux-mêmes aussi ? Beaucoup, en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est moi je pensais pas que je pouvais et en fait ça m'a fait penser que je pouvais. Voilà. Moi aussi je peux. Et bien en fait... Quand à la fin d'une intervention ou quelques semaines après dans les retours qu'on demande aux enseignants et aux jeunes, quand on entend moi aussi je peux et je me suis rendu compte que, on se dit en fait déjà, on a déjà semé une petite graine et on a déjà réussi quelque chose. Et après, on a... Effectivement, ça fait maintenant de nombreuses années en fait, qu'on a cette opération. On a eu plusieurs retours en fait, de jeunes qui ont dit en fait,
plusieurs années après, j'ai créé mon entreprise, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et j'ai eu le déclic en fait quand j'ai eu cette intervention dans la classe. Ouais. Donc là, déjà, vous avez en grande partie gagné le pari. Vous avez décidé d'accélérer, de changer d'échelle en quelque sorte avec le projet Impact lancé il y a à peu près 2 ans. Pourquoi vous dites quoi? C'est quoi l'ambition, hein, ce changement de dimension? Alors l'année dernière, on a touché 127 000 jeunes qui ont eu la chance d'avoir en fait une intervention. Notre objectif, c'est de toucher 700 000 jeunes par an. Voilà. C'est une classe d'âge en fait. C'est une classe d'âge, tout à fait. Et c'est de là devient le calcul de 100 000 entrepreneurs. C'est le calcul pour toucher une classe d'âge. Et donc du coup, on se dit qu'il faut accélérer, qu'il faut permettre d'avoir plus d'entrepreneurs qui vont dans les classes. Alors, entrepreneur, chez nous, c'est entrepreneur, intrapreneur, responsable d'association. Donc tout le monde est concerné par le témoignage. Et pour ça, en fait, on a plusieurs leviers sur lesquels on travaille. La digitalisation de notre activité pour qu'on puisse organiser de manière plus simple et plus efficace. On est en train de se pencher sur les sujets en fait, d'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire en sorte que le matching entre un enseignant et un établissement scolaire et un entrepreneur ou un responsable de projet puisse se faire plus simplement, plus rapidement, plus efficacement. Et donc, c'est tous ces leviers-là qu'on essaie de développer. Et on a entrepris depuis quelques semaines un rapprochement avec une autre association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Ouais. Qui faisait à peu près la même chose. Alors, eux, ils interviennent, en fait, ils font des programmes de mini-entreprises en fait, dans les classes. D'accord. Donc, c'est des programmes plus longs, plus développés. On est très complémentaires, on parle aux mêmes interlocuteurs et on s'est dit unissons nos forces pour que ensemble on puisse toucher plus de jeunes. Donc ça fait partie des leviers. On est en train de travailler sur ce rapprochement pour faire en sorte que ça puisse se réaliser. Est-ce que vous voyez encore, enfin les entrepreneurs et entrepreneuses qui interviennent, beaucoup de clichés sur l'entreprise? Ah oui, mais ça, je pense que c'est normal qu'il y ait encore beaucoup de clichés sur l'entreprise. Lesquels? Alors là, comme ça, il n'y en a pas un en particulier qui va me revenir. Il y a beaucoup d'échanges avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre l'intervention comme un grand discours. L'entrepreneur, il va parler. Oui, c'est pas vertical. Voilà, c'est le plus horizontal possible. On l'a construit. Et si jamais il y a des entrepreneurs qui nous regardent et qui se disent mais moi, j'ai peut-être envie. Mais sûrement quelques-uns et quelques-unes, hein, on l'espère. Je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas faire. En fait, d'abord, on a tout un système de formation qui se fait en ligne avec un guide de formation pour nos intervenants. Et effectivement, on explique que il y a le témoignage, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur projet, comment ils l'ont fait. Mais il y a aussi, on leur propose aussi de partager en fait avec les jeunes le lien entre le monde du travail et les matières qui sont étudiées à l'école. Et aussi de faire un lien avec les transitions qu'on est en train de connaître et le monde de demain. Et en fait, tous ces sujets-là, ils sont abordés par l'intermédiaire d'un dialogue avec les jeunes. Donc, il y a beaucoup de questions qui arrivent avec les jeunes. Il nous reste 2 minutes. On va se concentrer sur l'entrepreneuriat féminin avec ces chiffres donnés par l'URSSAF au mois de mars dernier, mars 2024. Il date de 2022. Le nombre de femmes créatrices d'entreprises en augmentation. 43,7% des créateurs d'entreprises sont des femmes contre 40% en 2021. Je donne ces chiffres pour parler d'un événement qui aura lieu au mois de mars prochain, le 10 mars. Les semaines de l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le 10 mars, on va lancer justement cette opération qui est la 13e édition en fait, pour nous, des semaines d'entrepreneuriat au féminin où on met plus l'accent sur les femmes entrepreneurs pour aller témoigner en particulier de leur engagement, des difficultés qu'elles ont pu avoir et pourquoi c'est possible en tant que femme aussi d'entreprendre. C'est un sujet qui nous était très à cœur. Au sein de 100 000 entrepreneurs, de pouvoir insister sur ce sujet-là. Et c'est la 13e édition qu'on fait en partenariat avec les ministères concernés et de nombreuses autres associations. Et c'est vrai qu'il va y avoir 1400 femmes qui vont intervenir en quelques semaines dans de très nombreux établissements. Qui vont toucher plusieurs dizaines de milliers d'élèves. Tout à fait. Voilà. Et donc ils vont toucher les garçons comme les filles parce que
Oui, il faut. L'un et l'autre ont besoin Bien d'entendre. sûr, il y a quelques stéréotypes contre lesquels il faut lutter. Voilà. Quoi. Ouais. Donc ça va être un peu ce focus pendant quelques semaines. Avec, on va terminer là-dessus, l'importance des rôles modèles, c'est-à-dire que le fait d'avoir une réussite au féminin, c'est un déclencheur important. On a eu de nombreuses reprises en fait des jeunes filles qui nous disaient et pourquoi pas moi, et en fait je peux aussi rêver et faire des projets. Voilà. Et c'est ce qu'on fait, on invite les jeunes à rêver et à faire des projets. Merci beaucoup Jean-François Lemercier. Je rappelle donc ces semaines consacrées à l'entrepreneuriat au féminin, ça démarre, le déclenchement, c'est le 10 mars. On passe tout de suite à notre débat consacré à l'Université de la Terre. On parle de l'Université de la Terre dans notre débat avec son fondateur Jacques Huybrecht, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Thomas Parouti, bonjour. Bonjour. Le fondateur de l'agence Mieux qui ose une chemise qui envoie du bois. Warm C'est bien. Stripes. Oui, c'est bien, ça réveille. Pour ceux qui derrière. somnolaient devant leur écran, ne réglez pas votre téléviseur, cette C'est chemise normal. est magnifique. L'Université de la Terre qui fête ses 20 ans, ce sera à l'UNESCO les 14 et 15 mars prochains. Alors, ça fait 20 ans, mais je vais quand même vous poser la question de base. De quoi on parle? C'est quoi l'Université de la Terre? D'abord, elle porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on parle de notre planète et on parle de nous, notre espèce très particulière, les humains, sur cette planète. Ça fait 20 ans, effectivement. Alors, ça a démarré petit, en 2005. Mais c'est vrai que moi, j'ai une prise de conscience sur les enjeux écologiques et humains il y a pas mal d'années. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas de rassemblement en France sur tous ces enjeux. Il faut réunir toutes celles et ceux qui pensent qu'on peut améliorer notre vie sur cette planète. Et voilà, et en 20 ans, ça a grandi petit à petit avec des moments forts. Avec la COP21 en 2015. En 2022, on a accéléré effectivement l'évolution de cet événement. Alors, c'est un grand rassemblement qui réunit à peu près 10 000 personnes. L'idée, c'est quoi? De faire vivre le débat d'idées, tout simplement? Le débat d'idées et l'action, surtout. Ouais. C'est l'idée. Enfin, Il faut que ça se transforme en action. Voilà, l'idée, alors de plus en plus, vraiment, on est très orienté action. C'est vraiment de sensibiliser tous les publics, et ça, c'est vraiment important. C'est un événement vraiment populaire, de 7 à 77 ans. Et effectivement, d'amener les citoyens à la fois à mieux comprendre plus finement les enjeux. La conscience, elle est là maintenant. Maintenant, la compréhension des enjeux est très très faible. On s'aperçoit, même ceux qui sont des spécialistes parfois, pas encore bien compris les enjeux. Et puis d'amener chacun, chacune à agir là où il peut, là où elle veut. Voilà, et individuellement, collectivement. Donc on est vraiment orienté action de plus en plus. Et c'est vrai que pour les années à venir, puisqu'on va fêter notre anniversaire, l'Université de la Terre va engager les citoyens à agir. Il y a beaucoup de grands événements autour de ces enjeux de RSE, Thomas Parouti. Comment l'Université de la Terre se différencie d'une certaine façon? Alors effectivement, en France, on a la chance d'avoir plein de grands événements sur des sujets de développement durable. Donc il y a l'Université de la Terre qui est l'événement un peu intello quand même, où il y a des têtes d'affiche internationales. Moi, je me rappelle avoir vu le chef Raoni, d'avoir vu Mohamed Younous, enfin voilà, Edgar Morin. Donc on n'est pas là pour plaisanter, on est là pour... C'est du haut niveau. C'est du très haut niveau. Et après, il y a d'autres événements comme ProDurable, qui est vachement dans les solutions pour les directions RSE, qui est donc assez technique, avec des experts vraiment de la RSE. Il y a Change Now, qui est l'événement plus international, très tech, investissement, etc. Et après, il y a quelques autres événements comme l'Université d'été de l'économie de demain qui est organisée par Impact France. Il y a le congrès. On est plutôt bien lotis, quoi, si je vous entends. On a plein d'événements et ça, c'est une grande chance parce que ça nous permet soit de réfléchir et de se mettre en action, soit de trouver des solutions, soit d'avoir un regard sur l'international. Donc, on a énormément de chance. On essaye de marcher du côté ensoleillé de la rue dans cette émission. Est-ce que quand même vous êtes un peu pessimiste en ce moment, Jacques Huybrecht, quand on voit un retour de Donald Trump aux États-Unis, quand on voit le budget 2025 qui coupe quand même assez massivement dans les ambitions environnementales? Alors, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas pessimiste. Je suis à la fois extrêmement réaliste, c'est-à-dire que ce n'est pas très étonnant qu'on en arrive là. On a cru effectivement pendant le Covid et après le Covid que le monde serait meilleur, mais bon, honnêtement, personnellement, j'y croyais pas trop. Voilà, donc là, il y a une espèce d'international réactionnaire, comme dirait notre président de la République, qui est à l'œuvre. Donc il va falloir effectivement que les forces positives sur les enjeux écologiques et humains se mobilisent. On voit bien qu'il y a de la dispersion de ce côté-là. Enfin, en tout cas, il y a à la fois une espèce de stupéfaction
On est vraiment surpris de ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc je pense qu'il va y avoir une réaction très positive de la part de tous ces mouvements. Mais est-ce qu'il y a aussi un questionnement sur ce qu'on a? On peut aussi se dire qu'est-ce qu'on a raté pour que ces courants de pensée qui parfois vont jusqu'au climato-scepticisme ou qui en tout cas veulent appuyer sur le frein sont en train de gagner des points, notamment électoralement. C'est très complexe parce qu'on est 8 milliards sur cette planète. Il faudrait que les 8 milliards d'individus sur cette planète avancent dans le même sens. C'est à peu près irréaliste. Ouais. Voilà. Donc il y en a qui n'ont pas envie d'avancer dans ce sens-là. Il y en a qui sont sceptiques. Il y en a qui ne veulent pas changer leur mode de vie. Donc voilà, il va falloir trouver les solutions. Qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient des mouvements, que ce soit... voilà. Ce que nous, on essaye de faire avec l'Université de la Terre, c'est d'amener les citoyens à bien comprendre et puis à rendre positif ces transitions. Il y a beaucoup de transitions à faire en même temps. Ouais. Là, en plus, il y a l'IA, il y a l'univers numérique et technologique qui est en train de se développer à fond. Donc, il va falloir aussi voir comment ça vient impacter les enjeux écologiques et sociaux et humains. Et ça va impacter très fortement. Ouais. Donc, voilà, tout ça est complexe. Donc, on est vraiment dans un univers extrêmement complexe. Donc, il faut qu'on décrypte ces complexités et qu'on donne envie aux gens d'y aller à sa manière, mais que chacun doit faire cet effort. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux éléments qui nous ont manqué et qui font qu'on arrive aujourd'hui à cette situation. C'est un, l'exemplarité, et deux, la pédagogie. L'exemplarité, c'est un comportement exemplaire de la part de nos dirigeants, qu'ils soient politiques, grands chefs d'entreprise, du monde de la culture, etc. Où en fait, globalement, le bilan de Macron, il est assez ridicule depuis 8 ans. Malheureusement, il y avait beaucoup d'espoir. Il a dit mon prochain quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Enfin voilà. Et en fait, c'est plutôt le contraire. Et deuxièmement, on a manqué de pédagogie. Tous ceux qui racontent les histoires. Voilà, on a déjà débattu ici de l'importance de créer des imaginaires positifs autour de, bien sûr. Et autour de ce futur égale nature égale futur. Ces imaginaires, on ne les a pas développés. Et je pense qu'il y a une responsabilité de quelques grandes chaînes de télévision, de quelques grands médias. Ça bouge quand même. Oui, ça bouge petit à petit. Radio France, TF1, M6, enfin, tout le monde essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais franchement, il faut vite expliquer les choses pour essayer de participer justement à ce nouvel imaginaire et de faire telle sorte que les Français, les Européens, les petits humains sur la planète essaient de voir de nouvelles perspectives plutôt que de se dire tiens, en fait, j'ai envie de rouler dans une Tesla et de partir sur Mars avec ma Tesla. Jacques-Louis Brecht, pour ces 20 ans, est-ce que vous avez prévu un programme particulier? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette université de la Terre? Oui, alors il y a un programme extrêmement dense. On a plus d'une 50aine de sujets de sessions le 14 et le 15 mars. Donc c'est un vendredi et un samedi. On a un programme un peu nuancé selon le vendredi et le samedi. C'est vrai que le vendredi, on a un public à la fois jeune et pro. Et le samedi, on a un public très familial, très citoyen. Alors oui, on a un slogan, nature égale futur, vous le citiez tout à l'heure, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut que notre humanité, notre espèce se ressaisisse sur ce qu'elle veut pour l'avenir, ce qu'elle veut pour cette planète, pour notre espèce et pour l'ensemble du vivant. Donc c'est un peu ça qu'on veut dire. C'est un appel effectivement à réinventer, à repenser le progrès. On a pensé que le progrès, c'était aussi se départir de la nature et du vivant. Eh ben non, on s'aperçoit qu'on est en train de scier des branches sur lesquelles nous vivons. Donc il faut effectivement arrêter de scier les branches et puis préserver, restaurer. Voilà, donc nature égale futur, ça va être décliné sous une 50aine de sujets, d'ateliers, d'expositions. On a aussi du stand-up, Green and Social Comedy Show. Voilà, on aura des stand-uppers qui vont venir s'exprimer aussi sur ces enjeux-là. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur des imaginaires et sur le rôle finalement de la culture, de la communication, de la publicité. Apportant du plaisir un peu. Qui sont pleins d'ailleurs. Alors c'est pas forcément les plus grandes salles, mais c'est des petites salles, mais elles sont déjà pleines. Donc voilà, donc ça veut dire que par le rire, par l'art aussi, par l'image. On aura beaucoup d'images. C'est pas un festival d'images, mais on est en train d'ouvrir l'Université de la Terre à des moments d'images, avec des films, avec des séries, etc. Voilà. Mais l'essentiel, c'est beaucoup de débats, 54 sujets, et pour les jeunes aussi, puisqu'on a l'Université Junior pour les jeunes et leurs familles de 6 à 12 ans, sur on n'est jamais trop jeune pour s'engager, ou le
le plastique c'est toxique. Voilà, donc on essaye aussi avec des formats très pédagogiques, très animés, d'ouvrir l'Université de la Terre à des jeunes publics. Et Thomas Parouti, vous allez participer à l'une des conférences. J'anime une table ronde le vendredi à 17h, je crois. Sur quel thème? Sur un nouveau souffle, la créativité et l'inventivité pour participer à une nouvelle trajectoire. Avec, comme à chaque fois, Jacques me file une table où il y a une grande diversité d'acteurs. Donc il y a à la fois Arthur Aubeuf de Team for the Planet, il y a la marque Balenciaga, la marque Picture qui est une marque un peu de sport de montagne, il y a Saint-Gobain, il y a Aegis qui accompagne notamment les constructeurs BTP dans du conseil. Enfin c'est très varié, il y a deux équipes d'étudiants. Une qui a développé une IA pour personnaliser les choix de lecture. Donc voilà, c'est très très varié. On va parler d'innovation aussi dans cette table ronde. On parle d'innovation, on parle de créativité, d'inventivité et en fait de nouvelles solutions. Il y a un Italien qui s'appelle Luca Gamberini qui a développé un projet qui s'appelle Nemo's Garden où il fait pousser de la menthe, du basilic, plein de trucs sous l'eau. Enfin voilà, c'est des idées assez folles, mais qui sont soit des POC, enfin des projets qui sont en train de se lancer, soit des grosses machines, des grandes entreprises qui sont vraiment dans l'innovation pour faire bouger la trajectoire. Donc ça veut dire que, alors il y a le débat d'idées et vous nous dites c'est aussi l'action. Donc partager des bonnes pratiques, des innovations qui marchent déjà, essayer de les faire passer à l'échelle. Il y a aussi cette ambition à l'Université de la Terre. Oui, alors on n'est pas un incubateur. Oui, j'ai bien compris. Il y a d'autres projets dont Thomas a parlé tout à l'heure qui sont plus sur vraiment les solutions techniques, technologiques. Nous, on est pour montrer. Effectivement, donner envie à nos publics de faire, d'agir, d'aller peut-être bosser dans les entreprises aussi qui avancent plus vite. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Il faut que les entreprises montrent ce qu'elles font. Bon, Thomas, c'est son sujet, plus que moi. Mais, et nous, moi je dis toujours, à l'Université de la Terre, il faut qu'on ait à la fois les activistes et les entreprises. Il faut réunir ces mondes. On peut les réconcilier, quoi. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je pense, alors parfois, dans un sens ou dans un autre, c'est pas toujours facile, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment notre mission. Et puis là, cette année, on lance nous-mêmes, Université de la Terre, une action extrêmement concrète qui va s'appeler 1, 2, 3 dehors. En fait, il y a 2 piliers qui ont été travaillés ces dernières années, le pilier alimentaire et le pilier mouvement, bouger, mieux manger. Il y a le 3e pilier de la santé physique et psychique qui n'a pas été travaillé, c'est la reconnexion à la nature, la reconnexion au vivant. On s'est déconnecté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc 1, 2, 3 dehors va encourager les citoyens. Vous pouvez participer ici, Smart Impact et tous les médias qui voudront s'y associer. C'est vraiment open source pour engager les citoyens à sortir, lâcher leurs écrans quelques heures et aller dans la forêt, dans la montagne, dans les jardins, etc. Voilà, on va lancer ça au moment de l'Université de la Terre. Donc c'est une action extrêmement concrète parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, on est de moins en moins à bien connaître la nature. Et c'est aussi l'un des engagements qu'on veut prendre. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne Université de la Terre. Je rappelle les dates, elles sont là, 14 et 15 mars prochains. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Luis Diaz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Pontos, créé en 2024. Avec quelle idée? Expliquez-moi. Avec l'idée d'apporter de la connaissance finalement aux marins pêcheurs, aux communautés locales de la pêche face au changement climatique sur leurs pratiques de pêche. Donc on s'est rendu compte que les conditions sur l'océan étaient en train de changer, qu'ils avaient des difficultés à s'adapter finalement à ces migrations d'espèces sans avoir finalement des connaissances de comment le faire. Ils pêchaient toujours par héritage, par habitude. Et donc nous, à partir en fait des connaissances, des données spatiales, mais surtout avec l'évolution des technologies, de l'IA, on a voulu apporter cette expertise d'une façon simple. C'est quoi? C'est un logiciel? C'est un logiciel qui combine pas mal de données, des données qui viennent de l'espace, des données déclaratives, mais également en fait qui combine un savoir-faire autour de l'intelligence artificielle pour simplifier ce qui est le traitement de la donnée, pour qu'ils puissent eux-mêmes bénéficier en fait de ces informations d'une façon simple, ludique, pour améliorer leurs connaissances, mais surtout améliorer, on va dire, la gestion de leur écosystème. L'océan, il souffre particulièrement du réchauffement climatique et c'est un puits de carbone vital. Donc là, on a vraiment un enjeu majeur sur ces leviers environnementaux. L'idée, c'est d'inventer une pêche plus durable, d'aider à aller vers une pêche plus durable? Parce qu'on va vous dire, bah oui, mais vous, avec votre logiciel, on va pêcher encore plus et encore plus de poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. L'idée, c'est d'aller vers une pêche plus durable, une pêche qui est régulée.
notamment s'appuyer en fait sur des certifications, des régulations, surtout le principe du quota qui alloue finalement des rations d'espèces au bateau, qui puisse lui ensuite aller les pêcher. Donc nous, notre logiciel, pour pouvoir fournir ces informations, se base finalement sur la réglementation. Donc on intègre différents paramètres réglementaires pour pouvoir donner des conseils au capitaine en se basant sur la caractéristique du navire, en se basant également sur l'espèce qui cible, en se basant sur sa zone. À partir de là, on va essayer de comprendre comment l'écosystème il évolue et fournir finalement ses recommandations. Ce qu'on a construit comme principe, c'est un écosystème virtuel. Donc c'est pour ça qu'on a pris du temps avec Niria pour élaborer cet écosystème, c'est-à-dire une vie virtuelle qui nous permet en fait de faire des simulations et de tester l'impact de notre technologie sur cet écosystème avant même de faire des recommandations. Oui, Serge, vous avez développé le projet au sein de l'INIRIA, c'est ça? Tout à fait. Ça a pris combien de temps, le temps de recherche et développement pour aboutir à ce logiciel aujourd'hui? La vérité, c'est qu'on continue à le développer. Donc, work in progress, quoi. Exactement. Ouais. On a démarré en 2023, janvier 2023. On continue toujours à travailler sur ce simulateur. Aujourd'hui, on est sur une étape de simulation dans laquelle on est capable de comprendre le changement climatique sur des espèces cibles, telles que le thon, espèce très consommée et très régulée, donc qui est sur des débats auprès de comment le pêche, est-ce que ça a comme impact finalement sur la façon de se nourrir. Donc on a aujourd'hui une première brique qui permet en fait de comprendre l'impact climatique sur cette espèce-là, sur des zones très spécifiques liées à la zone équatoriale. On essaye, à travers le simulateur, de couvrir d'autres types d'espèces, donc d'autres zones. Et le but de ce simulateur, c'est de pouvoir simuler, non pas juste le changement climatique, mais également les interactions entre espèces, navires, et aussi qu'est-ce que l'écosystème produit et qu'est-ce qui est peut-être consommé par les communautés locales. Comment l'idée vous est venue? C'est un milieu que vous connaissez bien, dans lequel vous avez déjà travaillé? Dans le passé, je travaillais pour une filiale du Centre national d'études spatiales français, dans lequel j'ai évolué au fur et à mesure d'ingénieur d'affaires jusqu'à directeur commercial pour pouvoir... le but premier de cette institution, c'était de fournir des outils à base de satellites pour pouvoir réguler la pêche, notamment combattre la pêche illégale. Néanmoins, c'était, on va dire, l'impact créé ne descendait pas jusqu'aux communautés locales. L'impact était limité à la partie gouvernementale. C'est là, en échangeant avec les communautés locales, quand je parle de communautés locales, c'était les pêcheurs, les organismes de gestion tels que les ONG, ou même des organismes un peu plus, on va dire, liés aux pêcheurs comme les associations de pêche. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Et avec, on va dire, la baisse de prix des données satellites et la baisse de coût des communications spatiales. Donc du coup, on s'est dit, là, c'est le moment peut-être de lancer un outil qui permette, on va dire, à ces communautés de gérer eux-mêmes leurs ressources. En deux mots, Pontos, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Pontos, c'est l'ancien dieu de la mer. C'est avant Neptune. Avec Gaïa, ils ont créé ensemble l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui, si on prend l'histoire grecque, les fleuves, l'océan. Et donc, nous, on a voulu très simplement redonner cette vie d'origine à l'océan. Merci beaucoup, Luis Diaz. Et donc, bon vent à Pontos. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!